Hi-ha! Bonjour! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de géométrie sacrée qui concerne la fleur de vie, les solides de Platon, la suite de Fibonacci, le nombre d'or. Tout ça est relié, évidemment. Par où commencer? Par le début. Donc, bon. Donc, voici la fleur de vie. Il faut que je peux mettre en petit. Bon. OK. C'est parti. Ici, on a... Bon, ça c'est la fleur de vie qui est constituée de plein de cercles. Et voici la fleur de vie représentée partout dans le monde, un peu partout dans le monde. On peut voir en Écosse, Israël, un peu partout, Chine, etc. Le, le 5, c'est en Égypte, c'est le temple d'Abydos. Dans, je sais pas si on le voyait avant, comme en haut à droite, 3 en Chine. Ici, c'est les chiens fous, les lions gardiens de Chine. Il y en a 2 à l'entrée de la cité interdite de Chine. Le lion de gauche a une patte sur le bébé, sur leur bébé. Ce qui représente un peu comme si la femelle protégeait l'enfant. Et que ici, le mâle a la main sur la fleur de vie, qui représente la connaissance, comme si le mâle gardait cette connaissance. La femelle avec le bébé. Le mâle avec la fleur de vie. Et on voit encore ici la femelle. Et le mâle. C'est un symbole très ancien qui représente l'univers et c'est pas juste une image fictive. On va voir que c'est concret. Bon, donc si on observe, on se rend compte que tous les cercles sont en fait des sphères. C'est ça. Là, on voit des cercles, mais imaginez que c'est des sphères. Ici, c'est comme si on voyait finalement, au début, c'est avant que ça crée la fleur de vie, ça commence par... ça, c'est la graine de vie finalement, le germe de vie. Si on observe les cercles, ça fait 7 cercles. Mais si on prend la forme en 3D, on a aussi une sphère de l'autre côté de la sphère centrale qu'il faut imaginer, comme si c'était un cube avec 8 sphères. Bon, ici, bon, encore, même chose que tantôt un peu, on voit un peu partout dans le monde. Et voici sa représentation la plus connue, qu'on voit sur le livre de Drunvalo Melchizedek. Je ne l'ai même pas à côté de moi, j'aurais pu l'apporter. C'est la fleur de vie. L'ancien secret de la fleur de vie de Drunvalo Melchizedek. C'est la première fois que je me suis intéressé à ça, c'est à travers ce livre. Et je vais aller le chercher. Ça sera pas long. Bon. Donc, on a ici... C'est lui.
Ça, c'était encore dans la... J'ai plus mon micro. C'était encore dans la cité interdite de Chine. Ici, c'est Je sais trop où. On a compris l'idée. Ça se retrouve un peu partout dans le monde. Et ici, c'est un dessin de Léonard de Vinci. Même lui s'intéressait à ça. Est-ce qu'on peut zoomer? Bon. Ça, c'est encore Léonard de Vinci. Ici, on a fait le tour pour ce qui est de l'apparence extérieure de la fleur de vie. Maintenant, on va aller à l'autre dossier. Bon, là, l'image que vous voyez là-bas, là, je l'ai mis avec le colorier, mais à la base, l'image ressemblait à... ça. Bon. On peut voir qu'il y a autant qu'une version arrondie, circulaire de la fleur de vie, il y a aussi, si on relie le centre de chaque sphère, il y a une version linéaire, on peut dire. Là, on voit, ça fait plein de tétraèdres, de pyramides à base triangulaire. Ça se peut-tu que je me sois trompé? Non, je pense pas. Ici, gars, on peut voir la relation. Et voici la fleur de vie de façon linéaire qu'on appelle aussi, d'après Buckminster Fuller, Richard Buckminster Fuller. Lui, c'est lui qui a fait, c'est l'architecte en arrière du Biodôme à Montréal. Et cette structure-là, il a appelé ça le IVM, qui veut dire Isotropic Vector Matrix. Bon, en français, c'est la matrice de vecteurs isotropiques. Pour être encore plus simplifié, on pourrait dire matrice, un ensemble de vecteurs, de lignes isotropiques, ça veut dire qu'ils sont toutes égales. Donc, un ensemble de lignes égales. Donc, chaque sphère, on peut voir que ça fait des tétraèdres. Des petits tétraèdres. Là, dans le dé, il y en a 64. Mais si on remarque, il y a une forme qui se rajoute à force de rajouter des tétraèdres de même. Pourquoi qu'on voit plus rien? C'est parce que je suis pas à la bonne place. Là. Ah. Bon, là, ça donne une idée encore plus. Il y a, on peut voir que ça forme un ensemble tétraèdre point en bas, point en haut, et la fameuse forme verte. C'est ça qui m'intéresse là. C'est ça qui nous intéresse. Ici, on la voit, c'est rendu la forme jaune. Ça, encore, Buckminster Fuller, la misère à dire, c'est, il a appelé ça le vecteur d'équilibre, le vecteur équilibrium, ou le jitterbug. Jitterbug, comme la danse, je sais pas si c'est dans les années 50 ou en tout cas, ça fait un bon bout de ça. Le jitterbug, c'est la danse, là. Tu bouges d'un bord puis de l'autre. Parce que cette forme-là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon, ça, on voit encore que ça peut former. Cette forme-là, elle est... Bon, on comprend que tout ça, c'est... Si on enlève tous les tétraèdres puis qu'on garde juste le vecteur d'équilibre, premièrement, ça, c'est une forme qu'on peut appeler aussi le cuboctaèdre. Le cuboctaèdre. On se rend compte que c'est... Comment dire? Ça se répète. Hein, il y a à plusieurs niveaux. Comme ça. On peut voir.
Et le ratio entre chaque vecteur est de 2. Ce qui veut dire que... comment dire? C'est un ratio de 2. Donc... comment expliquer? Si le plus petit était de 2 cm de large, mais le deuxième est 4 cm, 8, etc. 8, 16, 32, etc. Bon, les sphères sont 8 sphères égales autour d'une centrale, puis on rassemble les lignes. Et voilà le retour encore. Temps d'équilibre. Oh, là, c'est l'animation. Ah, va trop vite. On comprend que ça se compresse, là. C'est étourdissant, mais j'aimerais ça l'avoir un peu plus lentement. Ah, attends. Bon. Ok. Là, pas le choix de faire ça. Bon. Il est là, évidemment. C'est dingue, tout ça. Bon. Bon. Ici, on peut voir qu'il se compresse, hein. Et ça fait... Quand on l'écrase en octaèdre... Ah, ça fait cette forme-là. Mais c'est qu'il y a quelque chose, la magie, il y a une magie. La magie est où? C'est que quand on compresse à ce niveau-là ici, si on relie, c'est ça, parce que il y a 8, je parle pas dans mon micro, pas habitué, 8 triangles et 6 carrés. Les triangles sont stables, les carrés s'écrasent pour... puis à un niveau, maintenant, on obtient l'icosaèdre. C'est ça l'affaire. Si on relie le centre, il est dur à voir peut-être, mais vous allez comprendre. Là. Puis si on va plus loin, on pogne le dodécaèdre, puis on va en parler tantôt, l'octaèdre. Et si on twist de même, on a la Triforce de Zelda. Ou encore un tétraèdre. Là, on revient à notre tétraèdre. Ça, il faudrait que je pense à noter où j'ai trouvé ça, si vous en voulez un, pour comprendre mieux. On voit bien ici le vecteur d'équilibre qui se compresse et les lignes vertes, finalement, c'est le fameux icosaèdre. Où se trouve le nombre d'or, le pentagone, fait de 20 triangles équilatéraux. Mais si on compresse plus, on trouve le dual de l'icosaèdre, c'est-à-dire le contraire. Si on prend le centre de chaque triangle de l'icosaèdre et qu'on les relie ensemble, on obtient son dual, qui est... Il a fallu que je le dessine, là. Ici, j'ai sur chaque triangle, là, on peut voir, j'ai rajouté une petite pyramide, là, pour vraiment qu'on voit mieux, là. Là, c'est parce que j'ai montré ça avant de montrer les solides de Platon. Je suis comme un peu à l'envers, là, mais on va voir plus loin que le dodécaèdre est fait de 12 pentagones réguliers. Donc, il est caché, il est là. Pendant qu'on est en implosant, en compressant le vecteur d'équilibre, on passe à travers. Bon. Donc, je pense que c'est fini pour ce dossier. Oui. Bon, ok. Là, je me rends compte, j'aurais peut-être dû parler de ça avant de vous montrer le vecteur d'équilibre, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'on vient à la fleur de vie. Si on étend plus loin la fleur de vie, ça devient le fruit de vie. Et le fruit de vie est fait de 13
cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, ouais, c'est ça. 13 cercles. Et si on relie ces 13 cercles-là, comme on peut voir en rouge, ça crée ce qu'on a appelé le cube de Métatron. Bon, je n'utilise pas ce mot-là habituellement, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Et dans ce cube de Métatron-là, c'est là que se cachent les fameux solides de Platon. Bon, ça, c'est important, je vais revenir à ça. Les fameux 5 solides de Platon, ou appelés aussi les solides réguliers, parce que ils ont en commun, chacune de ces formes-là a le même, je veux dire, les faces régulières, le même angle, c'est des formes convexes et ils ont toutes la même longueur de segment. Bon, c'est ça que je voulais montrer. Bon. C'est qu'on peut voir apparaître dans le cube de Métatron les 5 solides de Platon. Et comme on peut voir, on les a associés depuis longtemps, depuis Platon, peut-être même avant, mais l'important c'est qu'on les a associés aux 5 éléments, aux 4 éléments qu'on connaît, et au 5e qui, moi, m'a intrigué quand j'ai trouvé ça la première fois. Le tétraèdre associé au feu. On pourrait montrer ça ici aussi. Tétraèdre associé au feu. L'octaèdre à gauche associé à l'air. Le dodécaèdre associé à Evans, à l'univers, mais surtout à l'éther. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que l'éther? De quoi on parle? Bon, le cube à la terre, l'icosèdre à l'eau. Ça, je vais juste finaliser quelque chose. C'est juste pour montrer que le cube de Métatron, pour créer le dodécaèdre, est pas complètement précis si on prend les cercles de base. Là. Mais si on prolonge pour mettre plus de détails dans les cercles, comme on peut voir ici, là on peut avoir le dodécaèdre relié de façon précise. Là, c'est les... hey, les pierres de... Ça, c'est des... Ça fait longtemps que ça a été trouvé, ces pierres-là. Là. Encore les solides associés au feu. Et ces solides-là sont capables de s'imbriquer les uns dans les autres. Ici, on voit bien que l'icosèdre, le dodécaèdre à l'extérieur. Là, plus loin, au centre, on voit l'icosèdre qui est étoilé. Hein? Étoilé, ça veut dire que, comme on peut voir, les pointes vont toucher au sommet du dodécaèdre extérieur. Et plus loin, on voit pas très bien, mais il y a les autres solides imbriqués. Ça, c'est de plein de manières. Bon, ça, on voit mieux.
Il y a deux tétraèdres, on peut voir. Bon, là, on tombe sur le fameux dodécaèdre, le cinquième élément, la quintessence, l'éther, l'univers, appelle ça comme tu voudras, l'énergie vitale, ça, c'est étonnant, cette forme est fascinante. Ça, c'est un dodécaèdre gallo-romain. Bon, je dirais plus gaulois ou que romain. Là. C'est juste que, bon, les Romains ils sont capables de s'approprier bien des affaires. Donc ici, c'est ça. Fait que ça, c'était quoi le but de ça? Pourquoi qu'il y a des solides de même qui ont été découverts en France, en Allemagne, dans plusieurs pays autour de la France, là. Et l'objet a toujours été resté mystérieux. On n'a jamais vraiment su à quoi ça sert. Il y a plusieurs idées, là. Mais c'est une forme fascinante. C'est un mystère, ça reste ça. Ça reste un mystère. Il y en a qui disent même que ça aurait pu servir à tricoter des gants. Tu mets 5 doigts d'un côté, 5 doigts de l'autre dans le trou, puis en tout cas, mais là, je suis pas sûr que c'est ça, mais peu importe, la forme mystérieuse est quand même belle. Ça, c'est un coccolithe. Un coccolithe, c'est un animal, ça vit dans l'océan. Ici, on est face à un pollen. Ou un radiolaire. Un animal quand même microscopique qui vit dans l'océan et qui est fait de silice. Donc, il doit être fait un peu comme la silice, c'est ce qui compose le quartz en partie. Donc, il doit être un peu semi-transparent. Mais c'est tellement... Il y en a d'autres ici. Là, regarde, il y en a d'autres là. On reconnaît même d'autres formes géométriques, platoniques. Bon, c'est moi qui avait fait ça en carton. Donc, ça suffit pour ça. Bon, là, on va rentrer dans plus de détails. La suite des Fibonacci. C'est pas trop compliqué. Comme on peut voir, chaque terme de la suite de Fibonacci est le résultat des deux termes qui le précèdent. Okay? Donc, on peut voir 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 2 plus 3, 5. 3 plus 5, 8. Etc. Cette fameuse suite est présente partout dans la nature. Bon, ça peut créer une spirale. Ça va faire. Bon. Dans, exemple, une cocotte de pain, si on compte les spirales d'un côté et de l'autre, ça peut arriver à, comme dans celle-là, ça arrive à 8 et 13. Qui, comme on a pu voir, était bel et bien dans la suite de Fibonacci. 8 et 13. Ou encore dans la fleur de tournesol avec des graines au centre. 21 et 34. Qui sont encore deux nombres de la suite de Fibonacci. 21 et 34. Ou on peut aussi regarder le nombre de pétales. Il existe comme on peut voir des fleurs. Encore la suite de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. On additionne les deux chiffres pour obtenir l'autre.
Bon, bon, là, le nombre d'or. Tout mène. La suite de Fibonacci est reliée au nombre d'or. Nombre d'or. Ok, bon. Donc, la ligne bleue, c'est la suite de Fibonacci. Il s'agit d'un ratio, en fait. Le nombre d'or, c'est un ratio. La ligne rouge. Et par exemple, si on a 3, mettons, dans la suite de Fibonacci, on a 2 et 3 qui se suivent. On le voit ici, 3 divisé en 2, ça fait 1.5. Donc, c'est le ratio 1.5. Et le nombre d'or, lui, c'est 1.6. Pour être plus, c'est 1.6, 1.618, 0.33, 988, etc. Là. Mais on peut se concentrer sur 1.618 ou 1.6. Donc, 1.5, 3 divisé en 2, 1.5 est un peu en bas de 1.6. Fait qu'on peut le voir ici. Donc, mais à mesure qu'on avance dans la suite de Fibonacci, on peut voir qu'on se rapproche du nombre d'or. Ici, c'est son symbole. Phi. 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 Et là, on peut voir encore le ratio qui est dans le pentagramme. Le ratio, le rapport de A sur B est égal, on peut voir B sur C égale à CD égale phi. Vous pouvez mettre sur pause pour comprendre. Continue. Bon. Puis, évidemment, il y a un ratio idéal de la nature, mais on l'a bien intégré dans notre corps et par exemple dans l'os de nos doigts, les os de nos doigts. Et on retrouve aussi le nombre d'or dans la quine royale des bâtisseurs. Dans le temps des cathédrales, pour mesurer, c'était des mesures architecturales. La paume, la palme, l'empan, le pied, la coudée. Mais c'est pas n'importe quelle coudée. Il y a plusieurs mesures de la coudée. Celle que je parle là, c'est la coudée royale égyptienne. Donc, encore une fois. Mystérieux, mais pourquoi qu'on fait ça? Mais je comprends plus rien. Au contraire, je comprends trop de choses, et c'est pour ça que je vous en fais part. Ici, on peut voir que le cube, en tournant avec un angle de 32 degrés, peut passer d'une dimension à l'autre. C'est-à-dire du cube au dodécaèdre pentagonal. On peut voir dans ce gif là, animé. Et une fois ce cube créé, si ce cube, pas ce cube, mais une fois ce dodécaèdre créé, si le dodécaèdre tourne, et voilà, qu'est-ce qu'on voit ici dans les lignes rouges? On remarque l'ADN. Bon, ici, c'est... bon, j'ai fait ça en stop motion. Et on voit qu'il y a deux petites bandes, une rouge et une blanche. C'est pas parfait, donc c'est sûr que ça donne pas parce que j'ai pas pris... C'est pas parfait, là, mais ça marche.
Et bon, l'ADN ici. Et je l'ai. Je l'ai l'ADN, je l'ai acheté. Je mettrai le lien si je me rappelle d'où je l'ai acheté. Avec les bonnes proportions, là. Comme dans l'image ici. Hey, ça vient d'apparaître. Cette règle mesure le nombre d'or, le ratio d'or. C'est pour bien mesurer les sourcils. Donc, on va observer où est le ratio d'or dans l'ADN. Et voilà. Il y a un ratio là. Ou encore, si on prend seulement un tour d'ADN, OK? Admettons, de là à environ là. Donc, ici. C'est ça. Et dans l'autre sens, ça serait la... Et voilà. Ça marche. Si on prend un tour d'ADN, comment dire, un tour d'ADN est 1,6 fois plus grand que la largeur de l'ADN. Donc, on retrouve au moins 2 fois le ratio du nombre d'or dans l'ADN. Et il y a bien de choses à regarder puis à savoir c'est quoi chaque partie, les phosphates, pas les acides aminés, mais les bases azotées. Mais bon, là, c'est pas ça le sujet. L'œuf est grandement associé au nombre d'or et comme là il y a 2 spirales d'or et qui s'agencent parfaitement ou presque, ben quand même assez bien avec un œuf. Et là, si je pouvais zoomer, je sais pas. Bon, le vecteur d'équilibre, quand il se compresse, on peut voir par exemple au milieu à gauche la force de Coriolis de la Terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, en fait, c'est ça. C'est comme si c'était un double tore. Comment dire, qui crée une sphère. Et que cette force de Coriolis-là, en fait, c'est ça qui crée le mouvement océanique et puis l'atmosphère aussi. Donc, les vents, la température, tout ça. On peut l'observer un peu partout. Et avant d'aller à cette image qu'on a vue là, je vais vous montrer
La cinématique, qu'est-ce que la cinématique? C'est la vibration du son qui est transmis en image. Comme exemple, dans l'eau et dans un cœur en santé. On peut voir apparaître l'étoile, le pentagramme, le dodécaèdre pentagonal au centre. C'est fascinant. Ah là là. Donc, tout ça mène à cette forme. Quand le vecteur d'équilibre se compresse, il passe à travers le dodécaèdre, l'icosaèdre, le ratio du nombre d'or, tout ça est relié. Et voilà un cône, deux cônes qui, comment dire, comme dirait, je vais vous parler peut-être un peu de Dan Winter. Dan Winter il dit deux cônes kissing nose. C'est deux pine cones, deux cocottes de pain qui s'embrassent avec le nez. C'est une façon de l'imager. Ici, bon, ça vient de lui. Ben, l'image d'avant, ça venait de lui, ça aussi, là, Daniel Winter. Et et voilà que c'est là, vous l'aviez peut-être vu de loin. Pas capable de zoomer. Non. Donc ça, c'est du plâtre, là. Bon, j'ai fait ça à couler du plâtre dans un cône en carton et avec du fil de cuivre que j'ai dénudé. Il est rendu tout nu. Je l'ai fait là-dessus, évidemment. Là. Puis avec... ici, c'est... Bon. C'est là qu'on arrive. Le secret de la vie. Le Saint Graal. Il y a tellement de choses que je peux dire que je suis bloqué, tellement que j'ai des choses fascinantes à propos de ça. C'est la vie, c'est la gravité, c'est la conscience, c'est passer d'une onde transversale à une onde longitudinale. Une onde transversale qui fait ça, en s'en allant, comme une onde électromagnétique normale. Mais exemple, comme dans le son, la musique, la voix, là on parle d'onde longitudinale qui au lieu de voyager de même, oscille dans le sens de la direction. Fait au lieu de faire osciller dans le sens contraire, de même. Fait une onde de compression. Et le son voyage comme ça. Et quand on peut faire compresser une charge électrique, ben elle va passer rendue à la pointe. Va devenir longitudinale. Il y a bien des choses que je découvre, mais le peu que je dis, c'est parce que j'ai vérifié, revérifié, recalculé. J'ai pas... Puis si vous pouvez aussi, ou pas oublier de garder votre esprit critique et de, si vous voulez, vérifier les choses par vous-même, en calculant ou en... Mais bon.
ou en construisant, ou peu importe la manière que vous y prenez. Il y a des choses comme ça qui s'expliquent en le concrétisant. Bon, il était de finaliser cette vidéo-là avec la question: à quoi ça sert tout ça? Je vais juste frôler des sujets sans trop en parler parce que là, ça va s'étirer pendant des heures. Bon, première chose, ça sert à quoi? La guérison de cancers, de tumeurs à travers les médecines alternatives. Comme exemple, ici la machine le MWO, c'est le Multiwave, l'oscillateur d'ondes multiples, inventé par un certain Lakowski. Georges Lakowski, je pense que c'est un Russe. Et là, c'est dans le ratio dans les cercles qu'on peut voir de métal. Je rentrerai pas trop dans les détails, mais il y a le ratio du nombre d'or là-dedans. Et bon, est-ce que c'est vraiment efficace? Bon, il y a eu des témoignages de monde qui disent que ça l'a guéri. Il y a eu d'autres machines aussi à l'époque. Pas juste Lakowski, il y a eu Antoine Prioré aussi qui a fait une machine. Mais c'est tellement complexe que je peux pas rentrer dans les détails techniques, là, mais qui supposément guérissait les cancers, mais qui a été évidemment étouffé par la science officielle qui disait que ça marchait pas, que c'était pas possible, mais en fait c'est parce que ça nuisait à l'industrie, on peut dire. Donc ça, il y a ça que je pourrais approfondir le jour où j'en saurai un peu plus là-dessus. Ensuite, l'alchimie, hein. Ça concerne aussi l'alchimie. Une science qui inclut la conscience, donc qui est reliée à la géométrie sacrée de bien des façons. Tout ça mène aussi à ce qu'on appelle l'antigravité. Si habituellement la gravité est une force d'attraction, mais en comprenant qu'on peut inverser cette gravité-là et créer une force de répulsion, on peut diminuer la masse, comme dans ce cas-là, dans le château de corail en Floride, qui était fait par un seul homme, Edward Lidskalnin, et utilisait une technique mystérieuse qui dit qu'il était issu des pyramides, du temps des pyramides. C'est encore quelque chose c'est magnétique. Et ça permettait donc à la masse de ces pierres de corail-là, finalement, de perdre de leur masse, d'être capable d'être transporté par un seul homme. Il construisait ça pendant la nuit. On peut le voir, c'est mystérieux quand même, mais c'est ça, ça concerne l'antigravité. Ici, c'est dans Science et Invention. Encore une fois, je n'entrerai pas dans les détails là, parce que ça, c'est quelque chose. Là. Au milieu, on verrait un cristal de quartz qui, avec il y a deux antennes qu'on voit en jaune qui envoient des fréquences à un cristal qui grossit, qui gonflerait, selon ce qu'on en dit là-dedans. Même si par la suite, on a dit que c'était un hoax, que c'était un trucage, puis que c'était pas vrai. Mais il y en a d'autres, du monde qui est intelligent, puis que je regarde là, ce qu'ils font comme Dan Winter, qui parle que finalement, que ça serait plus de chances que ça soit vrai, qu'il explique même dans les détails comment ça pourrait fonctionner. Le cristal grossit, et en grossissant, il devient léger, capable de transporter plus que son poids, comme on voit là,
la dame dans le banc. Là, ensuite, on voit aussi l'OTC X1 qui est une... ça, c'est une soucoupe volante qui a été fabriquée par Otis Carr dans les années... ça fait longtemps. Je pense que c'est un ami même de Nikola Tesla. Puis là, il y a un... c'est parce que là, ça, c'est au-delà de la téléportation. C'est au-delà de l'antigravité. On dirait qu'on va justement dans la téléportation. Ça paraît fou, tout ça, là. Je suis conscient de ça, là. Mais il y a Ralph Ring, qu'on peut trouver sur YouTube, qui raconte que lui, il a fait partie de ceux qui étaient dans ce vaisseau-là. Puis quand il s'est mis à tourner, parce qu'il y a comme un rotor central qui tourne dans un sens, jusqu'à ce que la coque extérieure se mette à tourner dans l'autre sens. Et c'est là que les effets de téléportation ont lieu. Bon, ça c'est ce que raconté par le Rathring. Mais on peut même trouver le modèle sur Internet, puis comment le faire, le fabriquer, puis à l'intérieur, comment c'est fait. On passe pour aller plus loin. Et là, on est face au Vimana. Des appareils... ça vient de l'Inde. En Inde, dans le... je me rappelle pas comment ça s'appelle, les écritures sacrées de l'Inde, le Mahabharata, ou... mais on décrit ces machines-là qui peuvent voler. Je pense qu'il y a 4 sortes différentes. Et qui fonctionnait avec un moteur de mercure. Donc, on parle d'un vortex. Qui dit vortex, dit... moi, je l'ai mis plus loin, là. Dit, comme que je vous ai montré tantôt, le cône. On dirait, la fleur en forme de cône, hein, comme un vortex. Donc, c'est encore relié à la géométrie sacrée, fleur de vie, tout ça. Bon, ça, c'est juste une image qui représente ça, une peinture de René Magritte. Et pour finir, c'est les machines de surunité qui produisent plus d'énergie à l'output que l'input. Les machines qui ont un rendement énergétique supérieur à 100%, ou on peut dire aussi c'est la même chose, un COP, c'est-à-dire un coefficient de performance supérieur à 1. Donc, il y a plus d'énergie à la sortie qu'à l'entrée. Là, je suis conscient qu'on violerait le deuxième principe de la thermodynamique, mais c'est parce que tout ça nous montrerait que la science est incomplète, celle qu'on connaît, qu'il y a une science qui nous a été cachée et qui est peut-être temps qu'on soit au courant. Donc, si on a des moteurs magnétiques qui mènent à l'énergie finalement qu'on a appelé le point zéro, il y en a qui appellent ça, d'autres scientifiques qui appellent ça le vide quantique, qui est finalement un vide qui n'est pas vide, qui contient un fourmillement de particules qu'ils appellent virtuelles. Sauf que virtuel, c'est dans ce sens-là que c'est pas qu'il n'existe pas, c'est dans le sens qu'il existe. Et qu'on peut puiser ces particules-là pour en créer de l'énergie jusqu'à créer un travail, un moteur ou une génératrice. Donc tout ça, c'est ça. Fait que ça, c'est... J'embarquerai pas trop dans ces détails-là, dans ces sujets-là. Mais c'est ça. Fait que donc, je finalise la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.